Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser le logiciel R et plus précisément un de ses packs, à savoir R Commander, pour faire notre exercice d'application concernant la régression linéaire simple. Vous voyez, dans le logiciel R est ouvert. Au niveau de la première fenêtre ici, on a un certain nombre de packs hein, qu'on a déjà téléchargés. Et on doit télécharger un autre pack, à savoir le pack R Commander, qu'il puisse s'exécuter. Donc on va télécharger un autre pack ici, par la commande library, bien sûr, library R Commander. Et on lance par la touche Run, ici. Dans quelques instants, en principe, une fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Voilà la fenêtre. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le logiciel R par le biais de code et d'une programmation, on va plutôt utiliser une de ces branches, à savoir la plateforme R Commander, qui nous permet, c'est une forme de tableur adjoint à R et qui est plus facile à utiliser. Donc voilà cette fenêtre qui s'ouvre. Donc en premier, d'abord on doit faire apparaître une deuxième fenêtre qu'on ne voit pas ici. On va aller vers Outils, Options, on va choisir le sous-menu Sortie, puis préciser qu'on a besoin d'une deuxième fenêtre de sortie des résultats. Donc on va aller vers hauteur de la fenêtre des sorties, parce que était à 0, on va le mettre à 25 par exemple. Puis bon, je n'ai pas besoin des résultats dans la console de R, ni du R Markdown. Ça, je le dis pour les personnes qui ont déjà utilisé ce programme. Et je relance le R Commander. OK, voilà, cette fenêtre de R Commander qui apparaît. C'est une forme de tableur qu'on va utiliser. Donc, on a maintenant le logiciel R Commander sous les yeux. On va faire appel à notre base de données. On va aller vers données. On va importer des données. Parce que bon, au niveau de logiciel R, on peut faire la saisie directe des données. Nous, on a déjà un fichier qu'on va utiliser et sous la forme de Excel. Donc, vous voyez ici un sous-menu qui importe un ensemble de données à partir d'autres logiciels, d'autres programmes. Nous, c'est notre fichier Excel que j'ai déjà au niveau de mon ordinateur qu'on va importer. Donc, on va donner un nom à ce jeu de données au niveau de R Commander. On va garder dataset. On met OK. On va vers... Voilà, j'ai importé mon jeu de données à partir de mon ordinateur. Maintenant, vous voyez ici, c'est ça les codes. Si on n'utilisait pas R Commander et on utilisait tout simplement R, on devait écrire tout ce code-là pour pouvoir importer le fichier de données qu'on va utiliser. Notre jeu de données maintenant s'intitule Dataset. On va essayer de le visualiser. Je clique sur Éditer et voilà notre jeu de données qui apparaît. Ici, il insère également une autre colonne Raonet, mais on n'en a pas besoin. Nos trois colonnes, c'est moi, chiffre d'affaires et dépenses publicitaires. On n'a pas besoin de cette colonne intitulée Raonet qu'il a adjoint et qui n'existait pas au niveau du fichier Excel. Voilà notre jeu de données. On va essayer de faire une régression linéaire simple où la variable explicative sera les dépenses publiques, XI, et la variable à expliquer le chiffre de vente. Donc on va fermer maintenant la fenêtre de jeu de données. On va commencer notre analyse de régression linéaire simple. Avant d'entamer l'analyse de la régression linéaire simple, il faut d'abord procéder à visualiser s'il y a une relation linéaire entre les deux variables, à savoir la variable explicative, qui est dans notre cas le budget publicitaire mensuel de cette entreprise, et la variable à expliquer, à savoir le chiffre d'affaires. On doit procéder donc à un nuage de points par le biais de R Commander. Comment faire? Donc on va vers graphe,
choisir le sous-menu nuage de points. Là, on doit lui préciser un certain nombre de choses. On doit d'abord lui dire quelle est la variable explicative, qui est ici les dépenses publiques, également la variable Y, qui est ici la variable chiffre de vente, c'est-à-dire la variable à expliquer. OK, et on clique sur OK, et on obtient le nuage de points entre. Je vais agrandir. Donc, on voit ici les dépenses publiques sur l'axe des abscisses et la variable à expliquer, le chiffre de vente. Et on voit effectivement que on a avec ce nuage de points une présence d'une relation, disons, linéaire, qui peut être approchée par une droite linéaire. On voit que quand les dépenses publiques augmentent, le chiffre d'affaires augmente linéairement. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Donc on peut aller à l'étape suivante, c'est-à-dire faire la régression linéaire par le biais de R-Commander. Donc j'élimine cette fenêtre et je passe maintenant à la régression linéaire. Pour cela, je vais aller vers Statistiques, Ajustement des modèles, Régression linéaire. Et là, je choisis la variable à expliquer. Bon, il y a ici le nom du modèle, règle modèle 1, qu'il donne automatiquement, qu'on peut changer. Mais moi, je laisse règle modèle 1. Donc, ça sera l'appellation du modèle de régression linéaire simple effectué au niveau de R-Commander. La variable réponse, ici, c'est le chiffre d'affaires. Et puis, la variable explicative, ce sont les dépenses publicitaires mensuelles. Et je clique sur OK. Il m'affiche le tableau de la régression linéaire simple qu'on a ici. Vous voyez ici un peu le code. Pour, si on n'utilisait pas R-Commander mais R tout court, on devait faire cette commande-là pour obtenir notre régression linéaire simple. En deuxième, il donne les résidus, le minimum, le maximum, le premier quartile, la médiane et le maximum. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le résultat de la régression linéaire, c'est à ce niveau. Donc, la première chose qu'on voit, c'est la signification globale du modèle, et je rappelle qu'on a vu pour cela qu'on devait utiliser la statistique F, c'est à ce niveau, pour voir un peu la signification globale du modèle, et on voit ici que la p-value est largement inférieure, par exemple, à un niveau de signification, à une erreur de premier espèce, si on la retient au début, à 0,05. Donc, ce que l'on peut dire à ce niveau, c'est que notre modèle est globalement significatif. Deuxième chose que l'on devra voir, c'est la valeur du coefficient de détermination à ce niveau. On voit qu'il est égal à 0,98, proche de 1. Donc, les variations de la variable explicative expliquent les variations de la variable à expliquer, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Bon, à côté, on a le R ajusté. Comme on l'a vu au niveau des vidéos précédentes, il intègre un peu les degrés de liberté et la taille de l'échantillon. L'écart type résidual standard error, des erreurs, l'estimation de sigma carré, la racine de sigma carré, c'est 20 190. Le nombre de degrés de liberté, bon, du moment qu'on a 70 observations et on a 2 paramètres à estimer, donc ça sera 68 comme degré de liberté. Bon, au niveau du tableau, on a la valeur des coefficients. Pour le paramètre de la constante, suivant notre notation alpha, l'estimation du coefficient de la constante, c'est moins 19 493. Et pour le coefficient le plus important, c'est bêta.
rattaché à la variable explicative ici des dépenses publiques, il est de 108,255. Bien sûr, on voit ici que les probabilités critiques pour chaque coefficient, elles sont bien inférieures à 0,5. Et on voit ici, le logiciel nous donne même des classes de signification. Par exemple, ici, pour les dépenses publiques, on voit qu'il est très faible et donc il est largement significatif, c'est-à-dire la présence du coefficient au niveau de la régression linéaire est significatif, fortement significatif. Maintenant qu'on a les résultats de cette régression linéaire, on va essayer de passer à la seconde phase qui est la plus importante, c'est-à-dire d'abord vérifier si les hypothèses du modèle sont vérifiées au niveau de cet exercice. Mais pour utiliser un certain nombre de commandes au niveau des recommandaires, je vais créer une seconde variable que je vais appeler résidu et qui sera calculée à partir des données. Avant de passer à la vérification des hypothèses, d'abord il faut ajouter une variable qui existe déjà au niveau du système, au niveau du modèle, c'est les résidus. On va l'ajouter à notre jeu de données. Ça va nous simplifier la vie pour l'étude des hypothèses. Pour cela, je vais vers modèle, ajouter des statistiques et je vais ajouter uniquement la variable résidu au modèle que je vais utiliser au niveau de la vérification des hypothèses, c'est les résidus. Ils sont déjà calculés au niveau du modèle et donc là, je ne fais que l'ajouter au jeu de données que j'ai enregistré au début. D'ailleurs, on peut le voir maintenant. On va vers éditer et on voit que le résiduel model, sont intégrés au niveau de notre jeu, comme si c'était une nouvelle variable au niveau du jeu de données. Je ferme et puis après, je vais aller vers la première hypothèse, à savoir l'hypothèse de autocorrélation. Donc, on va faire un petit graphique pour voir un peu la dispersion des résidus par rapport à la variable explicative. On va essayer de construire. Donc, pour cela, on va vers graphe, nuage de points. À l'intérieur du nuage de points, on va choisir comme la variable ici, c'est la variable x explicative, c'est les dépenses publicitaires, et la variable à expliquer, c'est les résidus. On va voir s'il y a une relation de distribution entre les résidus et la variable explicative dépenses publicitaires. On fait OK, et là on voit, on a l'axe 0 qui est ici, ici. Je grandis la fenêtre, donc on a un peu l'axe ici, 0, c'est les résidus et nul, comme on l'a vu au niveau de la présentation des hypothèses, et la dispersion des résidus par rapport à la variable explicative. Et donc on voit, à partir d'un niveau de dépense qui est plus ou moins égal à 4000, les dispersions des résidus sont plus ou moins aléatoires autour de cet axe. Par contre, au début, il y a un problème, c'est que les résidus sont tous au-dessus de cette où le résidu est nul. On a des doutes concernant l'autocorrélation, est-ce qu'elle existe ou pas? On va essayer de voir cela, de confirmer cela par un test statistique qu'on a vu. Il s'agit du test de Durbin-Watson. Pour cela, on ferme cette... Vous voyez maintenant, parfois le graphique ne nous permet pas de conclure. On va essayer de voir avec le test. On va aller vers modèle, diagnostic numérique. Et là, on voit l'ensemble de tests. On prend le test du Durbin-Watson d'autocorrélation. Et là, il nous dit quel mode de test on va choisir. Non, on va choisir le mode. Là, on choisit que le coefficient de corrélation à estimer, c'est-à-dire ρ égale à 0. L'hypothèse nulle, ρ est égal à 0, contre l'hypothèse alternative où le coefficient de corrélation entre les erreurs successives sont autocorrélés, c'est-à-dire où le ρ est différent de 0. Donc on choisit ρ est égal à 0, c'est l'hypothèse nulle, et on affiche les résultats en cliquant sur OK, et il nous donne ici les résultats pour Durbin-Watson. Ici, on obtient un rapport de Durbin-Watson 1,76 ou 1,77, ici, proche de 2. Donc, en principe, on doit
accepter l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les erreurs. D'ailleurs, la p-value est très élevée, supérieure à 0,5. Ici, elle est 0,32. Donc, on va accepter l'hypothèse nulle comme quoi les erreurs sont non autocorrélées. D'accord? Voilà donc la conclusion. L'hypothèse d'autocorrélation des erreurs n'est pas acceptée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les erreurs. Maintenant, on va passer à une autre hypothèse, à savoir l'hypothèse de normalité des résidus. Là encore, pour vérifier cette hypothèse de normalité des résidus ou bien des erreurs, on va commencer par faire une vérification, disons, graphique, par un ensemble de graphes qu'on a vus, savoir l'histogramme, le graphique quantile, également la boîte à moustache. Donc on commence par l'histogramme des résidus. Donc on va vers le menu, choisir graphe, et à l'intérieur de graphe, on a histogramme, on clique dessus et on choisit l'histogramme. Il nous donne d'abord quelle est la variable qu'on doit représenter graphiquement par le biais d'un histogramme. Ici c'est le résiduel variable modèle 1, et on pointe sur OK, on clique sur OK, et il nous donne le graphique des résidus. On remarque légèrement une asymétrie, disons, à droite. Les résidus sont beaucoup plus étalés à gauche du graphique, et donc cela suppose la présence d'une asymétrie. Asymétrie qu'on peut aussi calculer par le biais de la statistique du menu, du R commentaire. On va vers statistique et on choisit de nous donner un résumé. Résumé, on prend statistique descriptive et on choisit la variable pour laquelle on veut des statistiques, à savoir ici le résidu. Règle modèle 1, c'est le résidu. Et on clique également sur les statistiques qu'on veut voir. Donc il y a la moyenne, les quartiles qui sont cochés. Nous, on veut simplement cocher sur le coefficient de dissymétrie. Ici, c'est le coefficient d'asymétrie, appelé également coefficient de dissymétrie. On clique sur OK et on a les résultats à ce niveau qui vont s'afficher. Donc la moyenne des résidus, elle est proche de 0. Par contre, ici, on voit qu'on a un skewness, c'est-à-dire le coefficient d'asymétrie. Le skewness est en anglais, c'est moins 1,16. Il est négatif, donc cela suppose, et cela laisse, comme on l'a vu au niveau du graphique de l'histogramme, ici, il y a une dissymétrie, plutôt une asymétrie, disons, à droite. Les résidus sont beaucoup plus étalés au niveau de la gauche du graphe. À dire que notre hypothèse de normalité des résidus n'est pas vérifiée. Donc on va voir également un second graphique, c'est le graphique quantile, graphe quantile, c'est celui-là, des résidus. On va nous demander pour quelle variable on veut. La variable résidu, là aussi, et on clique sur OK, et on a le graphe quantile, comme on va le voir ici. Les quantiles théoriques sont en abscisse et les quantiles empiriques sont en ordonnée. La droite, c'est là où, en principe, la droite en bleu, c'est là en principe, si les quantiles, les points qu'on aura ici, s'ils s'alignaient sur cette droite, on aurait une normalité des résidus. Par contre, si elles s'éloignent, on est loin de dire que notre hypothèse est vérifiée. Comme c'est le cas ici, on voit qu'il y a des points qui sont en dehors et très éloignés de la droite diagonale. Et même au niveau du centre, ça s'approche, mais en principe, c'est pas ça. Donc, on a des doutes concernant la normalité de nos résidus. On va essayer également de voir à travers un troisième graphique ici, c'est la boîte à moustache, toujours au niveau des graphes. On va vers boîte de dispersion. Attention, il ne faut pas prendre boîte à moustache pour c'est la boîte de dispersion qui va nous donner, quand on choisit la variable pour laquelle on veut faire cette boîte à moustache, on clique sur OK et on a la boîte à moustache. Là encore, on voit que
les moustaches, hein, les 25% de chaque côté sont de longueur différente. Idem, bon, pour la médiane, elle ne se situe pas exactement au niveau du centre de la boîte. Donc ça prouve qu'il y a un déséquilibre par rapport à la courbe de normalité. Et également, on a un certain nombre de résidus, des outliers qu'on appelle en anglais, qui sont en dehors, hein, très éloignés. Ça confirme notre doute concernant la non-normalité des résidus, qu'on va essayer de confirmer ou d'infirmer par le biais d'un test statistique. On va aller vers statistique, résumé. Dans résumé, on va vers test de normalité pour arriver à notre test de Shapiro-Wilk. Le test de Shapiro-Wilk, c'est lui qui teste un peu la normalité la normalité de la variable. Ici, on voit que le R Commander ou R propose un certain nombre d'autres tests, hein. Par exemple le Kolmogorov-Smirnov, le Q2 de Pearson, etc. Nous, on choisit bien sûr le Shapiro-Wilk, ici. Et bien sûr, on doit choisir la variable également. Et on clique sur OK. Il va nous donner les valeurs du test de Shapiro-Wilk. On voit que le test il est de 0,92. Ce 0,92, c'est le rapport observé, hein. Il faut le comparer au rapport qu'on dégage au niveau de la table de Shapiro-Wilk. Mais comme ici, on a également la p-value, pas besoin d'aller vers, le logiciel nous épargne d'aller vers de consulter la table pour avoir le W théorique. On va directement vers la p-value, voir qu'elle est très très faible, hein. Donc, on rejette, il est inférieur à 0,05, la probabilité, l'erreur de première espèce. Donc, on n'accepte pas, hein, on n'accepte pas l'hypothèse de normalité. Donc, on va rejeter l'hypothèse de normalité des résidus. À ce niveau, donc, on peut s'arrêter là. Du moment que l'hypothèse de normalité, on sait que la normalité des erreurs est importante dans le calcul des intervalles de confiance, par exemple, des paramètres. Donc, on peut s'arrêter là et voir, voir si on peut corriger l'absence de cette hypothèse par le biais d'une transformation de variables ou autre. Pour notre cas, on va faire comme si elle est vérifiée pour voir un peu, analyser les autres étapes de la régression. Donc maintenant, il nous reste la troisième hypothèse qui est très importante, c'est l'hypothèse d'homoscédasticité ou constance de la variance. Donc, pour l'hypothèse de la constance de la variance ou hypothèse de l'homoscédasticité, on va aller vers d'abord visualiser un peu au niveau graphique comment cela se présente, s'il y a une constance de la variance ou pas. Je vais utiliser un graphique qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui résume un peu un certain nombre d'hypothèses du modèle. Je vais aller vers choisir graphe et prendre directement diagnostic graphique. Et là, il m'ouvre une fenêtre pour le modèle chiffre d'affaires par rapport aux dépenses de la publicité. Il me donne 4 graphiques. Qui nous intéresse ici, c'est le premier graphique ici, résiduel par rapport au fitted, c'est-à-dire aux valeurs ajustées, déduites de la droite de régression. Donc, on a les valeurs ajustées, fitted values, les résidus. On voit que la disparition des résidus, en fait, ça revient à la même chose, hein. Au lieu de fitted, nous, on a vu les valeurs, les résidus par rapport à la valeur explicative. Ici, c'est les valeurs Y chapeau, I. C'est la même chose, hein. On voit ici la dispersion des résidus par rapport aux valeurs ajustées. Donc, en pointillé ici, hein, c'est un trait tout droit où le résidu est nul, hein. Au-dessous de cette ligne, les résidus sont négatifs et au-dessus, les résidus sont positifs. Donc, on voit que les résidus sont plus ou moins dispersés. Si on élimine certains résidus, disons, qui sortent du lot, hein, on voit que un peu les résidus se dispersent d'une manière aléatoire autour de la droite. La courbe rouge que vous voyez, c'est une forme de régression linéaire, pas à pas, ou locale. Est-ce qu'on peut déduire à partir de ce schéma qu'il y a une constance de la variance? Oui et non, hein, par rapport à, si on divise le graphe en deux, on voit que, bon, ce niveau-là, au début, les valeurs ajustées, la dispersion, elle est plus ou moins égale. Par contre, si on avance
vers les vers les valeurs ajustées très élevées, on voit un peu que la constance de la variance est discutable, hein. Donc on va essayer de voir par le biais d'un test statistique si on va accepter ou rejeter l'hypothèse nulle de la constance de la variance de l'erreur. Donc on va essayer de lancer maintenant le test de Bruch-Pagan, on a vu au niveau des vidéos précédentes. Je rappelle le test de Bruch-Pagan, c'est une forme de régression, d'étude de régression linéaire des résidus au carré. Résidu au carré est égal à une constante oméga 0 plus oméga 1 que multiplie la variable explicative x. Ici, x c'est la dépense publicitaire. Donc on va aller vers modèle, diagnostic numérique, choisir Bruch-Pagan, test d'hétérocédasticité. Donc ici, on coche sur test studentisé, variable explicative, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser la variable explicative au niveau en relation avec le résidu au carré et on choisit résiduel modèle, on choisit résiduel modèle 1. On choisit la variable explicative, dépenses de publicité. Qu'est-ce que cela va donner comme résultat? On va directement vers la p-value, 0,72 à peu près. Donc, on ne peut pas rejeter H0, c'est-à-dire on va accepter l'hypothèse nulle, à savoir que la variance est constante, quelle que soit la variable x. On peut approcher ce test d'une autre manière en faisant une régression linéaire tout simple. Donc on va aller vers modèle, on va aller vers statistique, choisir ajustement d'un modèle, on va prendre modèle linéaire et on va essayer de faire la régression du résidu du modèle, hein, ici, éliminer les chiffres de vente comme variable explicative. On va prendre résiduel modèle 1 et on va l'élever au carré, hein. Il faut pas oublier ici, il faut élever cette variable au carré. C'est ce qu'on va faire directement, régresser par rapport aux dépenses de publicité. Et on lance, donc il donne automatiquement, hein, j'ai oublié de le mentionner ici, que c'est un modèle linéaire modèle 4, il donne un nom à ce modèle. Je lance OK, et effectivement, hein, regardez ici, la p-value de f, hein, c'est 0,72, comparé au résultat de Bruch-Pagan, ici, c'est à peu près la même chose, 0,72. Donc, que l'on fasse une petite régression linéaire, nouvelle régression linéaire de l'erreur au carré, qu'on obtient la même conclusion, c'est-à-dire qu'on va décider ici de l'acceptation de l'hypothèse nulle H0. Donc on accepte l'hypothèse de la constance de la variance. Donc en conclusion, on a accepté les hypothèses de l'autocorrélation des erreurs, c'est-à-dire que les erreurs ne sont pas autocorrélées, et on a accepté l'hypothèse de la constance de la variance. Par contre, l'hypothèse de normalité, on l'a rejetée, c'est-à-dire que les erreurs ne suivent pas une distribution normale. Maintenant, on va poursuivre un peu les différentes étapes de l'analyse de la régression linéaire. On va essayer de construire un intervalle de confiance pour les paramètres. Pour cela, on va aller vers modèle, mais attention, déjà il faut choisir parce que voilà, on a plusieurs modèles. On va essayer de prendre le premier modèle, hein, c'est celui-là, modèle 1, règle modèle 1. Et puis aller vers modèle, intervalle de confiance, et lui demander de nous faire un intervalle de confiance pour les paramètres, c'est-à-dire pour le coefficient de la régression, aussi bien pour la constante que pour le paramètre accompagnant la variable explicative, un niveau de confiance de 95%, on le laisse et on met OK, et on va voir un peu les différents intervalles de confiance. On va aller directement vers le paramètre dépenses publicitaire et on va voir, bon, on l'a vu qu'il est égal à 0 à 108, ça c'est pas nouveau, c'est le résultat de la régression qu'on a vu tout à l'heure. Et la borne inférieure c'est 105 et la borne supérieure c'est 111. Vous voyez un peu que cela confirme le test d'hypothèse, comme quoi ce coefficient ne peut pas être nul. Maintenant on va passer à la prédiction. Comment on va faire là? Je vais faire appel à un code, hein, directement, qu'on va essayer de mettre dans le script ici, à ce niveau. Je vais mettre le code, je vais créer une nouvelle variable, ma, qui va être égale, là j'utilise un certain nombre de commandes
c'est-à-dire que les dépenses publicitaires vont être égales à, par exemple, 6250, et voir un peu quel sera le chiffre d'affaires en soumet pour qu'il l'enregistre. Puis après, on va passer à la commande de la prédiction proprement dite. Donc c'est la commande predict pour une dépense publicitaire égale à 6250. Je soumets et voilà. Le résultat, un chiffre d'affaires de 650 090. On peut également accompagner cette prédiction par un intervalle de confiance. Là, on va utiliser la commande toujours predict. Et voilà, il nous donne un intervalle de prédiction valeur estimée, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de 657 099. Comme borne inférieure, c'est 616 305 et borne supérieure, 697 880. Sur ce résultat s'achève cette vidéo. J'espère que cette présentation par le biais du logiciel R sera utile. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.